Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h30, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. 0826 300 300, vous connaissez votre numéro parce que c'est votre numéro pour pouvoir intervenir, pour pouvoir nous faire part de votre expérience, le pluralisme. Chacun peut prendre la parole ici même, pas d'infos buzz et clics, ici des faits, des analyses, des explications et vos témoignages évidemment qui sont essentiels. 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Mobilisation, manifestation. À Paris, la grève des éboueurs repart à l'initiative de la CGT qui veut transformer les rues parisiennes en décharge publique. Dans un instant, nous aurons Natacha Paumé, qui est secrétaire générale de la CGT Service Public. 11h, 12h, sur l'antenne de Sud Radio, dans Parlons Vrai chez Bourdin, jeudi politique. Comme tous les jeudis, 3 députés pour débattre de la réforme des retraites, du Conseil constitutionnel, de la souveraineté européenne défendue par Emmanuel Macron. 23 500 000 euros en 2022. Pour le patron de Stellantis, Carlos Tavares, c'est son salaire. Il a gagné 23 millions d'euros. Les actionnaires sont consultés aujourd'hui sur cette rémunération. Il perçoit en une journée ce que perçoit un salarié en une année. Salarié de son entreprise. En une journée, ce qu'un salarié moyen perçoit en une année dans son entreprise. Explication dans Parlons Vrai chez Bourdin tout à l'heure. À 12h05 avec nous, Heidi Sevestre, qui est glaciologue. Notre avenir dépend des glaciers. Nous pouvons encore les sauver, écrit-elle dans son livre Sentinelle du climat. Heidi Sevestre nous rappelle que sur Terre, les périodes glaciaires ont succédé à des périodes de réchauffement. La Terre se réchauffe, mais plus vite aujourd'hui. Le temps long de la nature entre en collision avec le temps de notre vie biologique, dit-elle. Je la recevrai donc tout à l'heure à 12h05. Ce sera passionnant, croyez-moi. Il est 10h32. Merci d'être avec nous. Vous savez que vous pouvez retrouver tous les jours de 10h30 à 12h30 votre émission Parlons Vrai chez Bourdin. Si vous avez manqué le direct ou si vous voulez réécouter l'émission, aucun problème. Elle est immédiatement disponible en podcast sur sudradio.fr et sur notre application Sud Radio, la radio Sud Radio, où tout le monde peut s'exprimer, évidemment. Dans quel monde vit-on? Avec vous, Félix Mathieu. Félix, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Réveil fracassant avant-hier à l'aube pour un couple de retraités d'Ille-et-Vilaine. Une vingtaine de policiers du RAID et de la BRI ont débarqué chez eux. Par erreur, les policiers s'étaient trompés d'adresse. On a été réveillés par un énorme boom, racontent Pierre et Monique à nos confrères de Ouest France. Avant-hier matin, les policiers d'élite débarquent chez eux au Guignin, c'est au sud de Rennes, pour une opération anti-stupéfiants. Ils enfoncent la porte et tombent nez à nez sur les retraités qu'ils mettent en joue, les plaquant au mur, les mains sur la tête avant de fouiller la maison, d'ouvrir tous les placards. Puis là, pris d'un doute, l'un des policiers leur demande leur numéro de rue pour vérifier. Et c'est là qu'ils réalisent la méprise. Ils se sont trompés d'adresse. La plupart des policiers repartent, mais 2 agents quand même restent auprès du couple pour s'assurer qu'ils ne sont pas trop choqués par ce qui vient de se passer. Eux refusent toute assistance psychologique. Ils préfèrent relativiser. Ils plaisantent même avec leurs amis et voisins qui les charrient un peu sur le thème. Voilà de drôles barons de la drogue. La rue ne comportait pas de plaque indiquant les numéros 1, justifie la police. Des explications qui font tout de même un peu sourire le retraité. Les GPS, ça existe, fait-il remarquer, pas rancunier, mais il ne va sans doute pas dire non quand même à l'indemnisation pour les dégâts, et notamment pour l'installation d'une nouvelle porte. Il est 10h34. Fin, avant de parler de la réforme des retraites, de la mobilisation, des manifestations, je voudrais repartir pour Marseille. Fin des recherches et le bilan est définitif au 17 rue de Tivoli à Marseille. 8 habitants de l'immeuble morts dans l'effondrement de cet immeuble. Et derrière ce bilan, on parle de victimes, 8 morts. Eh bien, Félix Mathieu, des noms et des visages. Qui sont ces 8 personnes décédées? Anna et Jackie du rez-de-chaussée, 86 et 82 ans. L'un était bien connu dans le quartier pour avoir travaillé dans une boucherie très populaire des environs. Le couple, très amoureux, se tenait toujours par la main, racontent les riverains dans les colonnes de La Provence, qui nous dresse un portrait de ces vies violemment interrompues dimanche. À côté d'Anna et Jackie, il y avait Nicole, 65 ans, venue de Bordeaux pour passer sa retraite à Marseille. Elle avait acheté un appartement au rez-de-chaussée
avec une piscine. Au-dessus, au premier étage, Antonietta, 88 ans. Elle se faisait appeler Antoinette depuis qu'elle s'était installée en France après une enfance dans un orphelinat en Italie. Paroissienne, bien connue des Petits Frères des Pauvres à Marseille, elle apportait des fruits et légumes au curé. Le 17 rue de Tivoli, c'était aussi Marion et Michael du deuxième étage, 29 et 30 ans. Elle venait d'Aix, lui était web designer. Et puis au troisième étage, Anne-Marie et Jacques, 73 et 74 ans, architecte bien connu, lui exerçait à 2 pas de là dans la même rue. Il est 10h35. Réforme des retraites, mobilisation depuis ce matin. Ce n'est pas le dernier jour de mobilisation, prévient la secrétaire générale, la nouvelle secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet. Sophie Binet qui attend, comme tout le monde, la décision du Conseil constitutionnel. Demain, elle tombera en fin d'après-midi. Je suis avec Natacha Paumé, secrétaire générale CGT Service Public. Natacha Paumé, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. 12e journée de mobilisation. À Paris, grève des éboueurs qui repart ou pas? Qui repartent depuis ce matin. Hein. Ils ont fait une pause dans la mobilisation depuis le 24 mars, mais là, ils repartent aujourd'hui largement. Et nous étions ce matin d'ailleurs avec notre secrétaire générale Sophie Binet devant un piquet de grève à Ivry. Avec les grévistes, donc, ça repart pour les éboueurs, Natacha Paumé. J'ai lu le slogan de la CGT, enfin le tract de la CGT. Il s'agit de transformer les rues parisiennes en décharges publiques, c'est cela? Écoutez, quand les éboueurs exercent leur droit de grève, ils ne ramassent pas les poubelles. Et donc, du coup, de fait, les rues de Paris se transforment en décharges publiques. Oui, c'est l'objectif, hein. Puisque vous ne ramassez pas les poubelles, c'est l'objectif, transformer les rues parisiennes en décharges publiques. Alors, grève, combien de temps? Écoutez, pour le moment, le préavis et l'appel, c'est la grève reconductible, mais les salariés, dès l'instant qu'ils s'installent dans un mouvement de grève, se réunissent à chaque fin de journée pour décider de la reconduction le lendemain. Sites de gestion, de ramassage des déchets bloqués, des garages aussi, des centres d'incinération bloqués, c'est cela? C'est cela, oui. Il n'y a pas de ramassage déjà ce matin dans Paris? Alors, vous savez que sur la ville de Paris, il y a un secteur avec les éboueurs de la ville de Paris, donc secteur public, et un secteur géré par le privé. Oui. Et il y a un petit peu de ramassage au niveau du secteur privé et peut-être un petit peu du secteur public. Nous sommes en train de faire un recensement au niveau des garages pour voir les agents grévistes. Est-ce que, en fonction de la décision du Conseil constitutionnel, cette grève sera stoppée ou pas? Si le Conseil constitutionnel invalide totalement la réforme, à ce moment-là, nous avons ce que nous voulions, c'est-à-dire le retrait de la réforme, et donc du coup la mobilisation s'arrêtera. En dehors de cette condition-là, le mouvement continuera. Retraite aujourd'hui pour les éboueurs, 57 ans, avec la réforme, ça passe à 59, c'est cela, hein? C'est ça, oui. C'est cela, bien. Combien gagne un éboueur municipal à Paris? Je regardais un reportage, je ne sais plus sur quelle chaîne de télévision, c'était 2433 € bruts en moyenne en 2019. Alors ça, c'est pour un agent en milieu de carrière. En milieu de carrière, voilà. Voilà, mais un agent éboueur de la ville de Paris, il commence au SMIC, comme tous les fonctionnaires. Alors, milieu de carrière, donc 2433, début au SMIC, 30 heures par semaine, c'est cela? Ah non, ils sont aux 35 heures, aux 1607 heures, comme tout le monde. Ah, c'est pas ce que j'ai lu, mais 30 heures ou 35 heures? Ils sont à 35 heures. 35 heures dans le public comme dans le privé? Alors dans le privé, ça, je ne peux pas vous dire parce que moi, j'organise les agents de la ville de Paris. Et les agents de la ville de Paris sont à 35 heures. Alors, je regardais le témoignage d'un éboueur, je crois que c'est BFM TV qui a diffusé, ou une autre chaîne en continu, éboueur depuis 2009 à Paris. C'est un métier dur, mais c'est un métier que je pourrais faire toute ma vie. Il explique travailler de 5h à 13h tous les jours, vider en moyenne 300 poubelles et parcourir 9 km. Et il ajoute, les horaires sont bien, on est bien payé, mais surtout on travaille le matin, donc on a notre après-midi et notre soirée. Oui, ça dépend, cet éboueur, il a quel âge?
Ah, il travaille depuis 2009. Oui, depuis 2009, voilà. Ce que les agents éboueurs aujourd'hui dénoncent, c'est des conditions de travail particulièrement pénibles et le fait qu'ils ne veulent pas travailler 2 ans de plus. Donc effectivement, après, ce sont des agents qui, s'ils sont devenus éboueurs, c'est parce qu'ils aiment la mission qu'ils exercent, ils aiment le fait de pouvoir rendre les rues de Paris saines et débarrassées de tout déchet. Mais ils veulent aussi que la pénibilité dans l'exercice de leur mission soit reconnue. Et le fait de reculer l'âge de départ à la retraite, c'est une absence totale de reconnaissance de leur mission et de la pénibilité de leur mission. Bien, ici, les auditeurs sont prioritaires. Nous avons 2 avis. Je vous garde encore 3-4 minutes, Natacha Paumet. Nous avons l'avis de Patrice, qui est architecte d'intérieur à Paris. Bonjour Patrice. Bonjour Monsieur Bourdin, bonjour Madame la nouvelle présidente de la CGT. Non, ce n'est pas la nouvelle présidente de la CGT, c'est la secrétaire générale des services publics, CGT. Ah bon, d'accord. Mais enfin, c'est elle qui dirige la CGT Services Publics. Voilà. Ah d'accord. Okay, alors allez-y, Patrice. Allez-y, qu'est-ce que vous vouliez dire? Vous habitez le 6e à Paris. J'habite le 6e, j'habite face au Sénat. Donc on a eu les poubelles très longtemps. Oui. Parce que je pense que les grévistes voulaient marquer plus ces endroits-là que d'autres et ils ont raison. Moi, en tant qu'habitant, évidemment, il y a une gêne, on le sait, mais je leur donne raison sur toute la ligne parce qu'il est inadmissible la manière dont se sont passées les choses, surtout, c'est-à-dire l'utilisation de la loi par M. Macron pour arriver à ses fins en détournant des articles constitutionnels que vous connaissez mieux que moi d'ailleurs. Je trouve ça inadmissible. Donc je donne raison à ces personnes qui manifestent. Alors je suis un homme de droite, pardonnez-moi madame, il y en a, et je vais aller manifester avec les mouvements de gauche cet après-midi, comme je le fais depuis 6 ou 8 semaines, je sais pas, j'ai pas compté, mais j'y vais systématiquement parce qu'aujourd'hui, ce qui compte le plus, c'est de savoir que le peuple, le petit peuple, souffre. Et ça, c'est inadmissible. Notre pays est un pays riche et fort. Il a été amoindri par M. Macron par des magouilles et c'est inadmissible. Donc je ne supporte pas cette façon d'être et je soutiens ces personnes, non seulement parce qu'il y a une pénibilité réelle, je me vois mal sur un camion ramasser des poubelles parce qu'il faut de la force, il faut de l'endurance et du courage, et je les félicite de leur travail et je suis totalement solidaire de leur action. Bien, restez avec nous, Patrice. Geoffrey n'a pas tout à fait le même avis que vous. Il est aussi à Paris. Bonjour, Geoffrey. Oui, bonjour. Moi aussi, comme monsieur, oui, bonjour à vous et puis à madame la secrétaire. Moi aussi, je suis plus ou moins, enfin, je suis de droite aussi, mais j'ai pas le même avis parce qu'enfin, je me dis, il y a peut-être d'autres façons de manifester, de voir les choses, et on peut pas, sur le plan sanitaire, c'est pas possible. Je veux dire, ça attire les rats, et tout ça, c'est même dangereux. On l'a même vu aux premières manifestations, les gens qui mettent le feu aux poubelles, ça peut mettre le feu aux immeubles. Il en va du danger. C'est vraiment dangereux, quoi. Est-ce qu'il y a d'abord, tiens, on va demander. Est-ce que il y a une responsabilité, Natacha Paumet, sur le terrain de la sécurité? Est-ce que vous avez une responsabilité si jamais... Alors, sur la question de la sécurité, donc déjà, les poubelles ne sont pas ramassées parce que les éboueurs sont en grève et exercent leur droit constitutionnel de faire grève. Sans éboueurs, pas de ramassage des poubelles. Donc là, déjà, nous sommes tous d'accord. Sur le fait que les poubelles soient incendiées et que ça représente un danger. Je rappelle que ce qui permet d'assurer la sécurité des manifestations et des bâtiments, ce sont les forces de l'ordre. Donc s'il n'y a pas de mouvement social, s'il n'y a pas de personnes qui mettent le feu aux poubelles, il n'y a pas de danger. Mais il y a peut-être des personnes étrangères aux mouvements sociaux qui s'amuseraient à mettre le feu aux poubelles aussi. Oui, et donc du coup, ce n'est pas la faute des éboueurs qui exercent leur droit de grève comme ils en ont le droit dans le pays. Là, c'est un autre problème et ce n'est pas de la responsabilité des éboueurs. Mais sachez bien que les éboueurs regrettent et aimeraient pouvoir exercer leur mission et ils le feront dès l'instant que ce projet de réforme sera retiré. Geoffroy. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que dans ce cas-là, vous vous rendez compte, si tous les métiers qui sont pénibles font grève, alors à ce moment-là, ça peut aller. Il y a les égoutiers, il y a 36 000 métiers pénibles. Donc, dans ce cas-là, c'est tout le pays qu'on paralyse juste pour une loi, quoi. Faut arrêter, quoi. Alors moi, je suis pas pour cette loi. Je trouve que c'est vrai que c'est exagéré. Je dis 64 ans, peut-être pour
pour les gens qui travaillent dans les bureaux, d'accord, mais il faut peut-être revoir pour les gens qui la pénibilité au travail. Voilà, exactement. Faut voir la pénibilité au travail, c'est tout. Mais bon, dans ce cas-là, vous vous rendez compte le nombre de boulots qui sont difficiles. Alors, si tout le monde se met en grève, c'est pourquoi spécialement les éboueurs plus que d'autres. Voilà. Donc le problème, c'est un peu comme les transporteurs. Ils prennent un peu en otage, peut-être sans le vouloir. Ils prennent en otage la France, quoi. C'est un peu ça. Là, pour le coup. La population est majoritairement opposée à cette réforme. Oui, on entend bien. On est à dernier sondage, 62%. Voilà, la population active est encore plus opposée à cette réforme. Donc pour le coup, c'est le gouvernement qui ne peut pas continuer à gouverner contre l'opinion et contre son peuple. Oui, mais vous vous rendez compte, vous, madame, si je peux me permettre, vous mettez un autre gouvernement à la place, ils font une loi, ça sera pareil. Il y a tellement en France, c'est tellement divers que ça va manifester dans la rue et ça sera pareil. C'est ingouvernable. Dans ce cas-là, c'est un pays qui n'est pas gouvernable parce que à cause toujours les syndicats qui mettent des bâtons dans les roues, donc on peut pas avancer dans ce pays. Bien, merci Geoffrey, merci Patrice. Natacha Paume, merci beaucoup. Si jamais, Natacha Paume, si le Conseil constitutionnel décide de sanctionner une partie de la loi, mais pas la loi tout entière, vous faites quoi ? On continuera. Là, nous, c'est l'ensemble de cette loi qui met fin notamment au régime pionnier, mais aussi à l'âge de départ à la retraite. Donc, si ces deux points, mais même si l'intégralité de la loi n'est pas sanctionnée, nous continuerons. Merci Natacha Paume, merci 10h46, ça vous fait réagir, je le sais, très nombreux. Et ici, vous le savez, dans ces 2 heures, vous êtes prioritaire. Toutes les opinions sont exprimées. Ça, je tiens, vous l'avez entendu, hein, un pour, un contre, ces mouvements. Toutes les opinions sont exprimées. Il est 10h47. Merci d'être avec nous. Allez, on se retrouve dans un instant. Je vais changer complètement de sujet parce qu'il y a débat. Aujourd'hui, Assemblée générale des actionnaires du groupe Stellantis. Et il y a débat autour du montant de la rémunération du patron, du grand patron de Stellantis, Carlos Tavares. 23 millions d'euros touchés en 2022. 10h47. Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h51, je suis avec Charles Pinel, directeur général de Proxinvest, société de conseil aux actionnaires spécialisée sur les sujets de gouvernance et notamment de rémunération des dirigeants. Charles Pinel, bonjour. Bonjour monsieur. Cet après-midi, Assemblée générale des actionnaires de Stellantis. Alors il faut rappeler que Stellantis regroupe Citroën, Peugeot, PSA donc, mais aussi Fiat, Chrysler, Jeep, Opel, chiffre d'affaires en augmentation de 18% en 2022 à 179 milliards d'euros, bénéfice record en 2022, 16 milliards 800 millions d'euros. Je crois qu'il fallait rappeler ces chiffres, Charles Pinel. Le patron de Stellantis s'appelle Carlos Tavares. Il atteint les objectifs fixés par l'entreprise. Rémunération qui pourrait atteindre 23 millions d'euros, c'est cela ? Oui, alors effectivement, vous le rappelez, les résultats de Stellantis sont excellents. La rémunération de 23 millions d'euros, elle a été calculée par Stellantis. Nous, on a une rémunération cette année, en prenant des montants attribués, qui est légèrement inférieure à 19 millions 6. Enfin bon, c'était très proche. Bon, c'est très proche. Autour de 20 millions d'euros, quoi. Voilà, exactement. 20 millions d'euros. Alors, les actionnaires sont consultés sur cette rémunération. Je voudrais préciser quand même qu'il perçoit, parce qu'il faut donner aussi un ordre d'idée, il perçoit en une journée ce que perçoit un salarié de l'entreprise sur une année. Oui, c'est ça. On est sur des montants quand même extrêmement élevés. Ça, je pense que tout le monde peut bien comprendre. Et même si les résultats sont très forts, la question se pose jusqu'où ces montants peuvent aller. Et nous, si vous voulez, notre raisonnement va essayer de le baser sur des sociétés comparables, et notamment en Europe, où la rémunération médiane est de l'ordre de 5 millions d'euros, ce qui est déjà un très beau chiffre, hein, je pense. Oui. On pourra tous se constater. Donc là, on
est sur un montant 4 fois supérieur. Oui, quel conseil donnez-vous? Parce que vous donnez des conseils aux dirigeants d'entreprise, pour la gouvernance des entreprises, aux actionnaires des entreprises. Quel conseil? Parce qu'il est beaucoup mieux payé. Il est payé comme un ou deux patrons dans l'automobile aux États-Unis, je crois. Hein. C'est ça, oui. Alors, oui, nous, on ne conseille pas les dirigeants, on conseille les actionnaires. Les actionnaires. Il faut faire une grande nuance. Effectivement, une grande partie de l'activité de Stellantis est effectuée aux États-Unis. C'est ainsi que Stellantis justifie ce montant. Il y a 50% d'activité, notamment celle issue de Fiat. C'est pas tellement italien, c'est extrêmement américain l'activité de Fiat. Oui. Et donc effectivement là, on est sur des montants et des pratiques américaines. La question se pose, c'est de savoir est-ce qu'on veut importer en Europe ces pratiques américaines, tant sur les montants d'ailleurs que sur la structure de la rémunération. Oui, et je lisais Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du patronat, qui dit Tavares, c'est le Kylian Mbappé de l'automobile. Geoffroy Roux de Bézieux relativise les un peu plus de 20 millions d'euros en les comparant aux 630 millions d'euros bruts sur 3 ans du footballeur. C'est une chance d'avoir en France le meilleur joueur de foot au monde. C'est moins connu, mais nous avons aussi la chance d'avoir en France le meilleur patron automobile du monde, dit Geoffroy Roux de Bézieux. Oui, c'est une réalité. Et les résultats de Stellantis en témoignent. Carlos Tavares est un dirigeant exceptionnel, il mérite une rémunération exceptionnelle. Mais avec ce raisonnement, alors pourquoi pas lui donner 100 millions d'euros? Vous voyez, à un moment, il faut quand même trouver une limite. Oui. Et je pense, je suis même presque persuadé qu'avec une rémunération peut-être plus maîtrisée, avec un alignement de la performance renforcée, Carlos Tavares demeurerait le dirigeant de Stellantis. Oui. Et d'ailleurs, à l'Assemblée Générale qui va se tenir cet après-midi, il y a également une résolution qui va approuver la nouvelle politique de rémunération, et Stellantis a entendu en partie les actionnaires parce que la nouvelle politique renforce, si vous voulez, l'alignement de la rémunération de Carlos Tavares avec la performance. Donc, avec la performance, oui. Avec quand même la mise en place, un renforcement de l'actionnariat salarié, pour partager un peu plus la richesse et le profit, parce qu'il y a 250 000 salariés chez Stellantis. Oui, exactement. Et ça c'est aussi quelque chose qu'on regarde essentiel. De près. Et qui est essentiel pour la cohésion interne d'une société. Toutes ces données étant publiques, c'est très important effectivement d'associer les salariés aux résultats de l'entreprise. Nicolas est à Avignon. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes conseiller financier. Vous n'êtes absolument pas choqué par les gains de Tavares? Non, pas du tout. Alors, je suis moi-même actionnaire de Stellantis à titre personnel, mais moi, je suis pas choqué. Encore une fois, on a la chance d'avoir un patron français qui a fait le job, qui a redressé Peugeot, qui a redressé Citroën, qui a fait de ce groupe un très beau groupe au niveau international. Moi, j'applaudis Kylian Mbappé à chaque fois qu'il a mis un but. J'applaudis Carlos Tavares à chaque fois que je vois les résultats. Parce que, encore une fois, on a de la chance en France d'avoir des patrons compétents, des patrons qui ont un vrai rayonnement international et qui montrent encore une fois que, en France, on peut faire des choses et ça fait du bien. Bien, et donc 20 ou 23 millions d'euros, ça ne vous choque pas, hein? Non. À condition aussi que dans l'entreprise, les profits soient mieux répartis, peut-être. Alors, mais vraiment, il faut pas que ce soit... il ne faut pas que ce soit tout et n'importe quoi. Mais je pense que 22 millions, c'est une somme, certes, mais encore une fois, on a la chance d'avoir un patron qui délivre des résultats. Et dans l'entreprise, d'avoir, je crois, des salariés qui ont des primes d'intéressement et de participation qui sont que beaucoup de salariés envieraient en France aujourd'hui. Merci Nicolas, merci Charles Pinel, ça vous fait réagir, vous n'hésitez pas, Charles Pinel qui dirige Proxinvest, cabinet de conseil aux actionnaires, vous réagissez, qu'en pensez-vous? C'est le jeu ici, vous le savez, entre 10h30 et midi et demi, chacun s'exprime. Il est quelle heure? Il est 10h57 déjà, ça passe très vite, entre 11h et midi. Le jeudi, vous attendez avec impatience, comme moi d'ailleurs, notre jeudi politique. 3 députés qui vont commenter l'actualité. Nous allons peut-être revenir d'ailleurs sur ce chiffre de plus de 20 millions d'euros pour Tavares, pour Carlos Tavares. A tout de suite, vous êtes sur Sud Radio. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Il est 11h04. Tous les jeudis, c'est notre jeudi politique et nous aimons beaucoup recevoir des sénateurs ou des députés qui viennent débattre de l'actualité de tous bords. Parce que toutes les opinions ont le droit de s'exprimer ici. D'ailleurs, si vous voulez vous joindre à la discussion, au débat, 0826 300 300, ce n'est pas compliqué. Alors ce jeudi, nous avons avec nous Prisca Thévenot, qui est porte-parole du groupe Renaissance, député des Hauts-de-Seine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous avons Iñaki Echaniz, qui est député PS des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour. Bonjour. C'est une première. On vous accueille. Merci. Et Kevin Mauvieux, qui est déjà venu, qui est député Rassemblement National de l'Eure. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les trois d'être là. Nous sommes jeudi. Nous sommes le jeudi 13 avril, 12e journée de mobilisation, de manifestation contre la réforme des retraites, avec à Paris les éboueurs qui sont repartis dans la grève, avec l'attente est à la fois au gouvernement, mais parmi les députés, tout le monde, l'attente de la décision du Conseil constitutionnel, évidemment, demain. Alors, j'ai une question simple à vous poser. Est-ce que vous pensez, parce que le débat s'est installé autour du Conseil constitutionnel, est-ce que vous pensez que les membres du Conseil constitutionnel sont vraiment indépendants ? Marine Le Pen a des doutes. Kevin Mauvieux. Je pense qu'ils font leur travail avec leur conscience en toute indépendance. Maintenant, je pense que le fait qu'ils soient nommés en partie par le pouvoir peut poser question, non pas pour nous, parce que nous, on respecte les institutions, mais pour des personnes qui auraient tendance naturellement à dénigrer les institutions. On donne du biscuit à ces personnes-là pour se dire peut-être que le Conseil constitutionnel, en réalité, est un conseil politique. Moi, je pense pas. Moi, à titre personnel, honnêtement, je pense que le Conseil constitutionnel fait son travail en toute intelligence et en toute conscience. C'est pas un conseil politique, c'est un conseil qui vérifie le droit par rapport au droit. Alors, il y a quelques divergences au sein du Rassemblement national ou ailleurs, d'ailleurs, sur Prisca Thévenot. Confiance absolue. Alors, je me permets d'être un peu peut-être dans la provocation, mais rien que poser la question est dangereux. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un moment où tout est question à suspicion, à questionnement de l'indépendance, de la légitimité. Nous sommes ici aujourd'hui 3 parlementaires avec effectivement des familles politiques opposées qui ne sont pas du tout sur les mêmes lignes sur un certain nombre de sujets, même beaucoup, si je parle à mon collègue du Rassemblement national. Mais attention, il doit y avoir quelque chose qui doit nous unir au-delà de nos différences partisanes. C'est le respect de nos institutions et la défense de nos institutions. Nous avons un Parlement qui est indépendant, nous avons un Sénat qui est indépendant, nous avons un Conseil des sages qui est indépendant. Venir aujourd'hui questionner cette indépendance remet en cause même la légitimité que nous pouvons porter et que nous avons eue tous les 3 par les urnes. C'est Marine Le Pen qui pose la question. Moi, je ne me fais que le relais. C'est elle qui a posé la question sur l'indépendance du Conseil constitutionnel, qui se pose la question. Non, mais évidemment, mais heureusement qu'on peut se poser des questions quand même. Mais on ne fait que relayer ce qu'on entend. Moi, j'ai un immense respect pour nos institutions et je pense que moi, je fais confiance dans la décision du Conseil constitutionnel et en ses membres. Mais je reviens sur les propos de Prisca Thévenot. Moi, je ne considère pas ça dangereux de s'interroger sur le fonctionnement de notre démocratie. Je trouve ça plutôt même intéressant que la population s'intéresse à notre fonctionnement et c'est même légitime qu'ils puissent se poser des questions. Et c'est à nous justement de répondre et de les rassurer sur le fait que tel organe de notre constitution, telle administration est indépendante. Mais dire que c'est dangereux, moi je ne suis pas d'accord parce qu'aujourd'hui on a un regain d'intérêt pour la vie politique, sur le fonctionnement de nos institutions et il y a aussi des choses à remettre à plat et à parfois repenser pour faire preuve de transparence aussi. Je vais me permettre juste de répondre. Attention, on peut s'interroger, je le dis souvent effectivement, et je vous rejoins, il n'y a pas de mauvais débat, nous pouvons être capables et nous devons être capables de tout. Maintenant, j'aimerais juste qu'on rappelle pourquoi on se pose la question aujourd'hui. C'est pas parce qu'on a décidé comme ça d'en parler, parce qu'on a été interrogé ce matin par nos voisins, des parents d'élèves, etc. C'est parce qu'une femme politique qui se présente aux élections présidentielles sur les dernières élections et qui, à mon avis, va se présenter en 2027, questionne cela. Et en cela, oui, c'est dangereux. Oui, mais alors là, ça parle du Rassemblement national. C'est absolument pas dangereux, d'autant que chacun sait que le Rassemblement national a toujours, et ce depuis des décennies et depuis le début de cette législature, le Rassemblement national a toujours respecté les institutions. Ça n'empêche pas d'ouvrir des débats. Maintenant, il faut quand même revenir à la base. Vous dites que vous êtes pour le respect des institutions, qu'il faut respecter les institutions, et on est d'accord. Mais si cette question se pose, c'est parce que depuis 8 mois, le gouvernement et la majorité ne respectent pas l'institution qu'est le Parlement, en piétinant à chaque fois
l'opposition qui voudrait s'opposer sur des textes. Il faut quand même revenir à la base. Le problème, on a entendu que vous avez empêché le débat. Vous étiez bien silencieux. Ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que le problème de base, c'est la réforme des retraites, sur laquelle le gouvernement et Emmanuel Macron ont piétiné l'institution qu'est le Parlement, en refusant d'accepter sa défaite. Comment se sentir piétiné quand on n'est pas là? C'est étonnant quand même. Ah bah désolé, mais alors vous avez rien dit, vous avez rien fait. On peut regarder les chiffres, on était présents. Je parle pas de chiffres, je parle de paroles et de position politique, monsieur. On fait de la politique et je suis désolée, je vais rejoindre mon collègue du Parti Socialiste. Vous pouvez continuer à mentir, ça nous fait monter parce que les gens voient que vous mentez. Donc continuez à mentir. La réalité, non, mais la réalité pour remettre en quelques secondes, pour remettre en quelques secondes l'église au milieu du village. Pourquoi vous dites qu'on nous a pas entendu? La mairie. Parce que nous avons déposé effectivement un peu plus de 200 amendements parce que nous avons tenu compte du fait que vous avez limité le débat et que si chaque groupe faisait le même nombre d'amendements que nous, on pouvait voter. Nous voulions rejeter le texte. Moi, je voudrais quand même en finir avec ça. Tout de même, Marine Le Pen pose la question et elle ajoute les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par des politiques. Sous-entendu, il faudrait peut-être faire autrement. Ben, c'est une question qui peut se poser, mais heureusement qu'on peut se poser dans notre société des questions sur le fonctionnement de certaines institutions. Encore une fois, le Conseil constitutionnel, nous le respectons. La décision qui en sortira, qu'elle nous plaise ou qu'elle ne nous plaise pas, on la respectera. Vous la respecterez ? Mais bien évidemment, on la respectera. Et ce qu'on dit aux Français, c'est la prochaine étape après le Conseil constitutionnel. Si ça ne va pas dans notre sens, c'est les prochaines élections présidentielles pour revenir sur cette réforme. Mais nous respecterons évidemment. Ça veut dire, Kevin Mauvieux, que si le Conseil constitutionnel valide le texte, même en écartant 2-3 articles, je ne sais pas, nous verrons bien la décision en fin d'après-midi de demain, vous appellerez à la cessation de toute mobilisation, de toute manifestation, de toute contestation de la réforme des retraites, Kevin Mauvieux. Non, on n'est pas responsable. On n'est pas. Non, mais attendez, mais laissez-moi répondre. Ils sont absents de l'Assemblée de la rue. Mais laissez-moi répondre. Alors, je suis pas absent de la rue. Je pourrais vous envoyer les photos si vous voulez. Pour répondre à votre question. Non, nous n'appellerons pas à manifester parce que nous ne l'avons jamais fait. C'est pas le rôle du député d'appeler à manifester. Maintenant, ce que j'ai toujours dit à mes électeurs qui sont venus me voir à la permanence, qui m'ont questionné sur les réseaux et que j'ai vu en manifestation à Pont-de-Mer, je leur ai toujours dit, si vous êtes contre la réforme, bien sûr manifestez, mais ne confondez pas deux choses. Nous respectons la décision du Conseil constitutionnel, mais c'est pas parce que nous respectons la décision du Conseil constitutionnel que nous respectons la réforme et que nous sommes d'accord avec la réforme. Il y a le combat contre la réforme et le combat contre la décision. Vous cesserez de vous mobiliser ? Moi, personnellement, s'il y a des manifestations à Pont-de-Mer et qu'elles continuent et que je suis disponible, je continuerai probablement à y aller. Parce que je continue à combattre la réforme. Je ne combats pas la décision du Conseil constitutionnel, je combats la réforme. Alors, Emmanuel Macron veut un échange avec les syndicats après la décision du Conseil constitutionnel. On a beaucoup de travail devant nous. Le pays doit continuer à avancer. A-t-il dit ? Oui, je vous vois hausser... Qu'est-ce qui vous arrive, Kevin Mauvieux ? Ça me fait sourire. Oui, je vous vois sourire, mais pourquoi ça vous fait sourire ? Parce que ce petit regain d'envie démocratique et d'échange du président de la République, après 3 ou 4 mois bunkérisé à l'Élysée ou à l'étranger quand on parle de réforme des retraites, c'est quand même assez drôle. Et il veut parler d'autre chose. Quand vous avez rendez-vous en Chine, vous honorez un rendez-vous quand même, non ? Oui, non, mais évidemment. Mais entre un rendez-vous en Chine et avoir été tout le temps à l'étranger pendant la réforme des retraites et avoir donné une fin de non-recevoir à l'intersyndicale qui demandait à rencontrer Emmanuel Macron, et voilà, il attend que tout soit abouti pour dire allez-y, venez, on va parler de la suite. Mais les syndicats, et encore une fois, ils sont pas pour nous, on n'est pas forcément pour eux. Chacun à sa place. Les syndicats, depuis le début, demandent à parler avec Emmanuel Macron. Il refuse. Parce que les syndicats défendent les travailleurs, vous ne les défendez pas. Pour revenir à la question du Conseil à la décision du Conseil constitutionnel. Les travailleurs savent qu'ils les défendent. Nous respecterons la décision qui est prise, mais nous continuerons le combat. Parce que le Conseil constitutionnel ne va pas se prononcer sur le contenu de la réforme, sur le bon sens, sur la justice de cette réforme. Il va simplement prendre sa décision sur le respect de la Constitution dans l'usage de la réglementation. Donc, c'est pas parce que le Conseil constitutionnel va censurer que ça en fait une mauvaise loi ou une bonne loi. Nous, on dit que c'est une mauvaise loi, c'est pas parce qu'elle est validée par le Conseil constitutionnel qu'elle sera bonne, et inversement, c'est pas parce qu'une mesure l'est qu'elle n'est pas bonne. Donc, nous allons continuer la mobilisation parce que elle est massive aujourd'hui dans le pays. On en est quand même à la 12e journée de mobilisation. On est à plus de 3 mois de mobilisation, c'est du jamais vu. Bien. Et Emmanuel Macron qui veut un échange avec les syndicats, est-ce qu'il faut que cet échange se fasse ? C'est un peu tard parce que les syndicats ont demandé on demandait depuis le début à être reçus et à être entendus, et le point de départ, c'est le retrait.
Et c'est la question de l'âge de départ à la retraite. On ne peut pas aujourd'hui revenir comme si de rien n'était 3 mois en arrière. Ça fait 3 mois que l'intersyndicale unie demande à être reçue et à travailler. Et moi, la principale erreur qu'il y a sur ce texte, à la fois sans parler du fonctionnement qui a eu lieu à l'Assemblée nationale, c'est qu'on a parlé de la réforme des retraites avant de parler du travail. Et les syndicats étaient prêts à se mettre autour de la table et à parler de la question du travail. Il y a eu une erreur méthodologique profonde dans les choix du gouvernement, du président et de la première ministre. Écoutez, moi, je pourrais effectivement revenir sur le Conseil constitutionnel parce que c'est quand même un peu savoureux ce que j'entends, parce que ce qu'on voit effectivement au sein de l'hémicycle, c'est qu'effectivement on a l'indécence de la France insoumise, et j'insiste sur la France insoumise, mais en face de ça, on a quand même l'incompétence du Rassemblement national. Alors effectivement, votre silence, vous pensez que ça vous sert, mais en réalité, les paroles s'envolent peut-être, mais les écrits restent. Et moi, ce que je dois dire, c'est que j'invite tout le monde, mais vraiment tout le monde, à aller sur le site de l'Assemblée nationale et à consulter vos amendements. Mais c'est savoureux. Quand vous nous expliquez en long, en large et en travers que vous voulez soutenir les aides-soignants qui font effectivement pouvoir soutenir au moment du passage à la retraite, mais également nos forces de l'ordre, et qu'on découvre que Madame Laure Lavalette, qui est chez vous au gré d'un amendement qui est l'amendement, je crois, 68-40, vous pourrez vérifier, qui nous propose justement de supprimer les alinéas qui permettent de bonifier les droits à la retraite de ces personnes-là, excusez-moi, vous continuez en permanence à vous confondre dans ce qu'est le Rassemblement national, c'est-à-dire un mouvement qui ne travaille pas et qui de temps en temps va allumer des brèches, comme vient de le faire Marine Le Pen, expliquant encore ce matin qu'elle ne comprend pas à quoi sert le Conseil constitutionnel et qui vient remettre en cause la légitimité tout en disant non, j'ai rien fait, je n'ai rien dit. Le RN ne travaille pas et vous n'entendez rien et vous n'entendez pas. Juste pour répondre à une chose, c'est quand même. Vous avez choisi maintenant, vous avez un peu modifié votre angle d'attaque. Vous attaquez maintenant plus le Rassemblement national que la LFI, parce qu'à une époque ça a été LFI, mais maintenant, est-ce qu'il y a des éléments de langage qui sont distribués? Alors moi je vais être très clair. Effectivement, j'ai vu certains de vos confrères. Oui, mais j'ai pour habitude d'être cash. J'ai vu certains de vos confrères hier mettre un article sur le fait que on était très silencieux sur le Rassemblement national. Mais c'est très étonnant. Mon numéro est disponible. Je suis disponible sur les réseaux sociaux, etc. Je n'ai pas vu ces confrères venir nous questionner sur le Rassemblement national. Et non, moi je continue à le dire. Je vous combattrai toujours. Alors, sur le sujet des idées, même si vous voulez plus en parler, vous êtes toujours là et je continuerai à combattre le Rassemblement national. Vous êtes un parti avec des relents identitaires. Dès que vous ouvrez la parole dans l'hémicycle, ok, c'est rare, mais dès que vous le faites, c'est pour avoir ces relents identitaires. Et quand on va sur le fond, on se rend compte que vous ne comprenez même pas ce que vous écrivez. Donc non, comptez sur nous, on sera toujours là. Mais soyons très clairs aussi, moi ce que j'attends aussi, c'est qu'on puisse aussi avoir une position de la part de la NUP. J'entends que la LFI aujourd'hui est en train de mener la danse, mais aujourd'hui, il va falloir aussi qu'on se retrouve. On a des adversaires politiques, mais aussi on a des ennemis de fond. Et je suis désolée, le Rassemblement national, ce combat, il doit nous unir. Oui, mais moi je suis d'accord. J'ai toujours combattu, je combattrai toujours le Rassemblement national. Mais c'est quand même vous, la majorité, qui avez installé 2 vice-présidents au perchoir. Qui c'est qui mène le combat contre la RN ? En 3 mots, c'est quand même savoureux d'entendre que la majorité est déçue que le RN ait déposé des amendements pour supprimer des articles d'une réforme dont on ne voulait pas. C'est assez savoureux. On a voulu supprimer les droits pour les aides-soignants et les forces de l'ordre de votre réforme dont on ne voulait pas. Et oui. Donc vous êtes ok pour ça. Vous êtes ok de votre réforme des retraites. Alors ça c'est génial. En fumage. Alors vous êtes génial. Vous êtes géniaux. Vous êtes en train de me dire que vous assumez ici ouvertement au micro de Sud Radio d'avoir voulu supprimer les articles de votre réforme dont on ne voulait pas. Supprimer les alinéas qui permettent de bonifier les droits à la retraite des aides-soignants et des forces de l'ordre. Donc ne venez pas nous donner de leçons sur les forces de l'ordre demain. Jamais. Bien, il est 11h18. Allez, c'est bien parti. À tout de suite, un peu de pub. Jean-Jacques Bourdin. Bien, regardons un peu, tiens, un sondage IFOP pour Sud Radio. Que dit ce sondage qui a été réalisé? Alors attendez, il faut que je regarde, je vais trouver, ne vous inquiétez pas, je vais trouver parce que j'aime bien dire le moment où le sondage a été réalisé, c'est important, on va trouver ça. Que dit ce sondage? Il dit que les Français soutiennent à 62% la mobilisation contre la réforme des retraites. 62%, une très légère baisse, mais le soutien est toujours là.
Oui, mais ça fait 3 mois que le peuple se mobilise contre cette réforme et qu'on voit la majorité des Français qui soutiennent le mouvement social et qui soutiennent la contestation. Donc nous, on dit enfin au gouvernement, retirez ce texte, écoutez les Français. Et donc on en a parlé tout à l'heure en antenne, c'est soit le retrait, soit le retour devant les urnes, soit le référendum. Nous avons déposé une demande de référendum d'initiative partagée. On va en parler. Qui sera proposé par le Conseil, validé par le Conseil constitutionnel. Les Français sont opposés à cette réforme. Il faut l'entendre. Et on a eu des mois d'explications de la part du gouvernement. Et plus ils expliquaient, plus ils essayaient de faire de la pédagogie, moins ça marchait parce que leurs mensonges et leurs approximations ont été dévoilés, notamment sur la question des 1 200 €. Donc aujourd'hui, et on entend cette petite musique en disant mais vous êtes contre parce que vous comprenez pas. Donc c'est un peu prendre les Français pour des imbéciles. Donc nous on dit retirer cette réforme pour pouvoir travailler sur la question du travail. Bon, donc on va commenter aussi, et vous allez commenter aussi un autre résultat de ce sondage. Personnellement, la question, vous personnellement, dans les prochaines semaines, souhaitez-vous la mise en place d'un référendum d'initiative partagée? 73% disent oui. Un large remaniement ministériel, 69% des Français disent oui. Une dissolution de l'Assemblée nationale, 61% des Français disent oui. C'est un sondage qui a été réalisé du 11 au 12 avril. Alors, vous êtes surpris? Référendum d'initiative partagée, Prisca Thévenot. Écoutez, moi, je suivrai les avis qui émanent effectivement du Conseil des sages. Décision. Voilà, et il n'y a pas de débat à avoir dessus. Maintenant, moi, ce que je veux dire de manière générale, et je reste à ma place de parlementaire. Et à ma place de parlementaire, je continue à dire, nous y étions d'ailleurs ce matin dans l'hémicycle, nous allons y retourner après ce plateau, la solution face aux défis qui sont face à nous, qui sont devant nous, c'est résolument l'action. Et l'action, non pas pour se mobiliser, pour dire et nier une réalité, mais pour travailler à améliorer cette réalité. Est-ce que nous avons un sujet sur le financement des pensions de retraite, sur le financement de notre système des retraites? Ça nous a pris des semaines et des mois, aussi bien en commission que dans l'hémicycle, mais finalement, la NUP, et notamment Jérôme Guedj au sein du Parti Socialiste, a fini par le reconnaître. Que de temps, je finis monsieur, que de temps perdu. Parce que pendant que vous étiez en train de nier cette réalité, vous n'avez pas proposé des solutions de financement pour permettre de rester, je vais finir de parler, pour permettre de rester dans le système de retraite par répartition qui est un héritage, de la gauche. Donc encore une fois, nous on veut le préserver sans imposer 2 ans de vie de prison ferme aux Français. C'est un impôt sur la vie que vous proposez. Attendez, on va être très clair, le travail n'est pas la prison. Oui, il y a un sujet sur les pénibilités, sur les carrières longues. Nous devons pouvoir y travailler. Nous y apportons un certain nombre de réponses dans le cadre de cette réforme des retraites. Mais là où je vous rejoins, c'est que nous devons y travailler bien au-delà, en travaillant notamment sur la réforme qui va arriver sur le travail. Et en parallèle, aborder aussi le sujet de la vie chère. Effectivement, cette capacité aujourd'hui que nous avons le tous coût de la vie, le vivre reste de à notre vivre, travail. Qui finalement est caché derrière la réforme des retraites, et c'est même la première préoccupation des Français, disons clairement les choses. Personne ne le dit, et d'ailleurs il est regrettable qu'il n'y ait pas aujourd'hui, peut-être parallèlement, avant, après, je ne sais pas, mais l'organisation d'une grande conférence sur les salaires. Je ne sais pas, une grande conférence, il y a peut-être d'autres solutions. C'est ce qu'on demande depuis des mois. Il y a peut-être une autre solution, mais il faut absolument engager une réflexion sur les salaires et sur les revenus des Français, parce que ça ne va plus. Sur le sondage, vous avez un mot à dire, Kevin Mauvier, ou pas? Sur le sondage... référendum d'initiative partagée, voulu par les Français. Le référendum d'initiative partagée, moi personnellement... Vous n'avez pas demandé? Vous l'avez demandé au Rassemblement National? Nous, on a demandé un référendum dès le départ, dont personne n'a voulu, même pas la gauche. Non, mais c'est un référendum quand même. Le but, c'était que ça aboutisse. Ça n'a rien à voir. Mais personne n'en a voulu. Aujourd'hui, tout le monde en veut, c'est génial. Moi, personnellement, je suis pour. Après, il faut quand même rester honnête avec les Français. Référendum d'initiative partagée, c'est très compliqué à aboutir. Très compliqué. Donc même si le Conseil constitutionnel donne son aval, derrière ça va être très compliqué. Maintenant, si ça aboutit, tant mieux. Moi personnellement, je suis pour. Tout ce qui peut retourner devant le peuple doit y retourner. Les sondages sont très mauvais, c'est pas une surprise. Les Français sont majoritairement contre la réforme. C'est même inédit d'ailleurs d'avoir une si forte opinion positive des manifestations sur une durée aussi longue contre une réforme. Mais c'est normal. Et quand j'entends ce matin qu'il y a des sources qui nous informent, ou que Elisabeth Borne a dit elle-même, je sais plus, que alors maintenant le problème de la compréhension de la réforme des retraites, en fin de compte, c'est pas le gouvernement ni les députés, maintenant c'est le corps. C'est le Conseil d'orientation des retraites qui a mal expliqué les choses, donc c'est de leur faute si la réforme est mal comprise. Kevin Mauvieux, est-ce que les syndicats doivent se rendre à l'invitation d'Emmanuel Macron?
quelle que soit la décision? Nous, on part du principe que quand vous êtes invité par une institution, que ce soit Elisabeth Borne, comme on l'a été mardi, vous devez y aller. Ou que ce soit le président de la République, il faut y aller. On part du principe que le dialogue doit... Mais attention, il faut y aller, mais ça on ne proposera rien, on dira rien, on travaillera. Non, mais la question n'est pas là. Je suis sûre. Vous y allez pour prendre le café, mais pas du tout. Si vous faites comme à l'Assemblée, pardon, mais... Je sais que vous êtes sourd dans la majorité à ce que les Français... Je vous écoute depuis tout à l'heure. À ce que les Français souhaitent. Un meeting du Rassemblement national. Mais si vous allez à une invitation et qu'on vous dit carte blanche, vous évoquez ce que vous voulez, que vous venez, que vous évoquez un sujet et qu'on vous dit non, je veux pas parler de ça, je veux parler d'autre chose, vous partez. Là, en l'occurrence, donc vous dites oui, il faut y aller. Mais bien sûr. Il faut y aller, Iñaki. Les syndicats sont libres de leur choix. Nous, nous, on fait la séparation entre le monde syndical et le monde politique. On travaille ensemble, mais on n'a pas à leur imposer les choses. Bon, à propos de politique, il y a juste une petite parenthèse. 4 députés de la majorité présidentielle qui quittent le groupe Renaissance, dont Barbara Pompili. Prisca Thévenot, commentaire. Pardon, c'est pas complètement vrai. Je vais continuer. Quitte le groupe, elle reste apparentée. Alors en fait, elles quittent pas le groupe puisqu'elles sont apparentées. Oui. En réalité, elles font partie d'un groupe politique qui s'appelle En Commun, comme Agir, comme Territoire de Progrès. Ce sont des groupes politiques qui sont au sein de la majorité présidentielle. Et donc, elles ne sont pas dans le mouvement politique Renaissance, elles sont dans leur mouvement en commun, mais elles restent dans le groupe politique de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Donc pardon les raccourcis qui effectivement pourraient peut-être nourrir un buzz médiatique, mais sont en réalité un peu trompeurs. C'est assez drôle parce qu'il y a 2 minutes, vous demandiez au PS de séparer d'LFI, même s'ils sont dans le même groupe. Ah, mais moi je demande pas à Barbara Pompili de séparer nous, elle pense la même chose que nous. Non, mais je sais bien, mais vous étiez en train de faire la distinction entre la France Insoumise et le PS. Là, vous êtes en train de faire la même chose, mais à l'inverse, c'est-à-dire qu'elle est dans le groupe présidentiel, mais elle n'est plus dans Renaissance. Là, vous ne comprenez rien. Là, vraiment, vous ne comprenez rien. Sauf que Barbara Pompili a déclaré en janvier 2023, on ne peut pas faire une réforme contre la population. Mais attendez, encore une fois, il ne s'agit pas de faire une réforme contre la population, mais bien une... Non, mais je peux quand même dire quelque chose, moi. Je ne suis pas la porte-parole de Barbara Pompili, mais j'ai aussi une parole à moi. Et donc, je le dis à nouveau, pardon de le redire, mais il ne s'agit pas de faire une réforme contre la population, mais bien pour les Français. Encore une fois, on est encore en train de se demander l'intérêt... Monsieur, laissez-moi finir une phrase, s'il vous plaît, c'est juste désagréable. On m'interroge, pardon de répondre. Donc oui, encore une fois, cette réforme, nous la faisons dans le cadre de cet héritage de la gauche qui est un système de retraite par répartition solidaire de façon intergénérationnelle. Et oui, les autres moyens que vous proposez aujourd'hui au micro, les autres réformes que vous proposez au micro n'ont pas été proposées au sein de la Commission des Affaires sociales, ni au sein de la Commission des Finances, ni au sein de l'hémicycle. Trop facile. Allez. Il est 11h30, petite pause et ensuite nous poursuivons ce débat intéressant, très intéressant. Nous allons parler évidemment d'étrangers avec Emmanuel Macron. Être allié des États-Unis ne signifie pas être vassal, a dit le président de la République. Nous allons commenter cette phrase, mais aussi d'autres sujets, la répartition des richesses, j'en parlais, l'augmentation des salaires. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. 11h32, débat, jeudi politique, 3 invités, Prisca Thévenot, porte-parole du groupe Renaissance, député des Hauts-de-Seine, Kevin Mauvieux, député Rassemblement National de l'Eure, et Iñaki Echanis, député socialiste des Pyrénées-Atlantiques. Alors, je regarde l'actualité. Adrien Quatennens, réintégré au sein du groupe LFI, après 4 mois de suspension, ne fera pas partie de l'intergroupe de la NUPES. C'est ce qu'a indiqué Alexis Corbière. Ça vous satisfait ou pas? C'était l'une des demandes que nous avions faites. Adrien Quatennens aurait appartenu au groupe socialiste et au Parti socialiste, il n'aurait pas rejoint nos bancs. Nous avons clairement exprimé notre désaccord sur cette décision. Le groupe Insoumis est souverain. Nous respectons son fonctionnement. Nous ne sommes pas d'accord avec la finalité. Nous avions demandé à ce qu'il ne fasse pas partie de l'intergroupe NUPES. Effectivement, ça ne sera pas le cas. Mais moi, j'appelle tous les groupes politiques à balayer devant leur porte. Alors, j'ai pas Adrien Quatennens, j'ai Corbière qui dit, Alexis Corbière qui dit, moi, je ne veux pas dire mon vote. Je ne veux pas donner mon vote. En revanche, François Ruffin, lui, l'a dit. Il a dit, j'ai voté contre la réintégration. Il a rappelé qu'il avait toujours été favorable à ce qu'Adrien Quatennens prenne une année sabbatique. Une traversée du désert ne fait de mal à personne, a-t-il dit. Bon, vous n'avez pas ces problèmes au Rassemblement National, non? Écoutez, pour l'instant, non. Maintenant... Oui.
D'accord, on ne sait jamais. Hein. Ça reste de l'humain, on ne le souhaite pas, hein, mais si un jour ça devait arriver, voilà, on verrait comment on réagirait. Prisca Thévenot. Moi, je rappelle juste quelque chose de très simple, c'est que sur le cas d'Adrien Quatennens, ce ne sont pas de simples accusations. Oui. Il y a eu été une condamné. condamnation. Et là, la différence, elle est bien là. Il y a eu une condamnation. Et sur ce sujet-là, effectivement, nous devons aussi faire front commun. Sur le sujet des violences faites aux femmes, moi, je suis assez étonnée de me rendre compte, encore une fois, que vous n'arrivez pas à avoir une parole tranchée, affirmée sur cette question-là. Il aurait appartenu au Parti pointez socialiste. du doigt la France insoumise. Pointez-les un peu du doigt. N'ayez pas peur de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez fait une coalition. Est-ce qu'il y a une peur de Jean-Luc Mélenchon? On n'est pas peur de Jean-Luc Mélenchon. Arrêtez de repenser vos éléments de langage. On n'a pas peur de Jean-Luc Mélenchon. Regardez les votes. L'argument de faiblesse, c'est des éléments de langage. Je donne un avis, c'est un élément de langage. Regardez les votes du groupe socialiste. Je suis une femme libre et je suis capable d'avoir un avis, du groupe socialiste depuis le mois de juin. Nous n'avons pas les mêmes votes qu'avec la France insoumise, qu'avec les communistes, qu'avec Europe Écologie Les Verts. Nous avons des prises de position différentes. On se rejoint sur un certain nombre de sujets, mais nous nous différencions. Sur l'énergie, vous n'êtes pas d'accord. Sur les violences faites aux femmes, vous n'êtes pas d'accord. Sur le rapport au travail, vous n'êtes pas d'accord. Prenez votre envol. Et c'est moi, une ancienne de gauche, qui vous le dit. Franchement, ça ferait du bien. Ça ferait du bien. Non, au contraire, moi j'ai gardé mes idéaux et je suis partie justement les défendre ailleurs. Vous êtes en train d'être mobilisé sur les égos d'un seul homme qui ne représente pas la gauche, monsieur. Je vous le dis. Nous avons une ligne claire au Parti socialiste et elle est entendable. Bon. Alors au Parti socialiste, que pensez-vous du coût de la vie et de la répartition des richesses et du reste à vivre, qui est finalement le problème fondamental aujourd'hui que rencontrent les Français? Alors, vous avez des solutions ou pas? Oui, ça a été comment faites-vous pour augmenter les salaires? Ça a été une de mes premières interventions au sein de l'hémicycle. Quand on débattait sur l'échec. Nous ne sommes pas partisans d'échec parce qu'on considère ça sur les primes, parce qu'on considère ça comme un pansement sur une jambe de bois. Nous demandons à ce que le SMIC soit augmenté et qu'il y ait en place une conférence sociale des salaires pour que tout le monde puisse se mettre autour de la table. Le SMIC, 14,5% des salariés du privé, je le rappelle, sont payés au SMIC. Il reste 85%. Donc il faut une conférence sociale salariale pour augmenter l'ensemble des salaires. Et ça viendra aussi financer la question du régime des retraites, parce que ça fera des cotisations supplémentaires dans le régime. Et ça permettra aussi aux gens de pouvoir avoir un reste à vivre pour pouvoir faire fonctionner l'économie. Et la question des primes, ce n'est pas de la hausse de salaire, c'est éphémère. Et on le voit bien, notamment dans les primes sur l'énergie. Les gens ne les demandent pas parce que c'est un parcours administratif, c'est compliqué. Il faut augmenter les salaires, point à la ligne. Il faut augmenter les salaires, mais ça c'est en mettant tout le monde autour de la table. Tout le monde dit il faut augmenter les salaires. En mettant tout le monde autour de la table, et quand Patrick Pouyanné s'augmente de 10% en pleine crise sociale, là ça pose de problème à personne. On n'entend ni la majorité ni le Rassemblement national se poser des questions sur la répartition des richesses dans les entreprises, sur les écarts salariales dans les entreprises. Vous trompez d'adversaire. Mais non, on ne se trompe pas d'adversaire. On veut de la justice sociale, de la répartition des richesses. On ne peut pas accepter aujourd'hui que les prix des salaires soient de 1 à 20 ou 1 à 50 dans les entreprises. Il y a effectivement en France un problème de répartition des richesses et il y a un problème de pouvoir d'achat. La solution du SMIC, c'est une solution de facilité. Pour le politique, parce que c'est un très beau slogan d'augmenter le SMIC. Le problème, c'est que vous l'avez dit, il y a 15% des Français au SMIC. Ça veut dire, en passant à 1500 ou 1600 le SMIC, ça veut dire que déjà, on va faire 20 ou 25% de SMICards en France. C'est pas forcément une solution. 92% des entreprises en France sont des TPE, PME. On en a tous, je pense, dans nos permanences qui viennent nous voir parce que les factures d'électricité, les factures de gaz et les charges, etc. Et les gens qui ne consomment plus. Et donc, ils savent déjà pas s'ils seront encore là cet été. Donc, à quel moment on va leur dire, vous allez rajouter 2, 3, 4, 500 € en plus sur le salaire de vos smicards, et puis c'est à vous de vous débrouiller parce qu'il faut que vos smicards puissent manger mieux. C'est une fausse bonne idée, c'est un mauvais slogan. Bon, alors, j'en profite pour dire que c'est le Parti socialiste qui a fait voter dans le cadre de notre niche le bouclier tarifaire pour les TPE, les PME et les artisans, ce qu'a refusé la majorité. Donc en effet, le Parti socialiste et la gauche vient en aide aux TPE, aux PME. Vous avez voté contre le budget qui permet de le financer. Nous, ce qu'on propose au Rassemblement national, on essaye d'être pragmatique au milieu de tout ça. On a bien conscience que on va pas imposer aux entreprises d'augmenter les salaires. On a bien conscience que ça se fait dans des négociations, mais on a aussi conscience qu'aujourd'hui... Pourtant, j'ai entendu votre président dire il faut augmenter les salaires. Non, mais bien sûr, sans donner de solution. Mais je vais y venir. Oui. Bien sûr que si, les solutions existent. La solution, ce serait d'inciter. C'est pas à nous de prendre la décision, on n'est pas soviétique, c'est d'inciter à augmenter les salaires. Et l'incitation à augmenter les salaires, elle passe par notre proposition qui est de dire vous augmentez de 10% les salaires de vos employés, moyennant quoi sur cette hausse de salaire, on ne vous impose pas de charges patronales. Ça ne coûte rien parce que c'est ce qu'on appelle un manque à gagner, donc c'est pas de l'argent qu'on va décaisser. C'est l'État qui doit décider ou pas, Kevin Mauvieux ?
Mais non, ça se fait dans des négociations. Je viens de vous le dire, ce sont les négociations d'entreprise qui se font, mais il faut les inciter dans une période où les entreprises sont prises à la gorge. Et on les incite en leur disant augmentez les salaires 10% et vous ne paierez pas de charges patronales. Et je vous assure, on leur donne ce conseil. J'ai reçu des entreprises et bon, les conseils, c'est la panachée du gouvernement en ce moment qui demande à tout le monde de faire des efforts, mais sans proposer de réelles solutions. Nous, c'est une solution. Encore une fois, on n'impose rien. On incite, ça ne coûte rien à l'État, et il y a des représentants d'entreprise. Moi, j'ai reçu le représentant de la CCI, j'ai reçu aussi le représentant d'un syndicat d'entreprise à ma permanence. Je leur ai soumis ces hypothèses-là et ils m'ont dit, mais tout le monde ne pourra pas le faire, évidemment. Ce sera des négociations qui se feront, mais ils m'ont dit banco, on est pris à la gorge par les charges. Prisca Thévenot. Alors, sur les salaires, est-ce qu'il y a des initiatives qui vont être prises par le gouvernement? Est-ce que, je ne sais pas, le salaire, le coût de la vie, le reste à vivre? Alors déjà, j'aimerais rappeler sur le sujet effectivement du salaire, mais du marché de l'emploi en général, c'est que pendant très longtemps, mais vraiment très longtemps, l'enjeu pour les Français, la préoccupation numéro 1 des Français, c'était de trouver un travail. Vraiment, c'était le numéro 1. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut reconnaître que grâce à l'action qui est menée maintenant depuis 2017, nous sommes dans une société où effectivement le chômage est au plus bas depuis de nombreuses années. C'est un raccourci. Oh non mais vous avez laissé parler le Rassemblement National, monsieur cher collègue, laissez-moi juste finir ma phrase, vous allez voir. C'est peut-être désagréable, mais c'est aussi important. Et donc oui, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une logique où il s'agit de trouver un travail, mais il s'agit effectivement de faire en sorte que ce travail paye mieux. Et donc, cet enjeu-là a un double aspect. C'est effectivement de travailler sur le dialogue social. Nous avons besoin de remettre ces lettres de noblesse au dialogue social pour qu'il puisse y avoir des négociations, des concertations, c'est fatigant, qui se passent au sein des branches. Mais nous avons aussi notre rôle en tant que parlementaires. Et cette action de politique, nous devons la mener et ne pas la balayer d'un revers de main en disant « circuler, il n'y a rien à voir ». Oui, par exemple, quand il y a des versements de dividendes, eh bien ces versements de dividendes, on peut mettre une condition pour qu'il puisse d'abord y avoir de la répartition au sein de l'entreprise avec les salariés. Ça fait plaisir de l'entendre. Donc, alors attendez. Versement de dividendes sous condition? On peut y réfléchir et tout doit être sur la table. Ça, c'est une piste du gouvernement? C'est une piste... Je suis parlementaire. Encore une fois, d'une niche je parlementaire, le dis, regardez. De Renaissance? Non, vous tirez le trait. Proposition de loi? C'est pas trop tôt, ça fait 6 mois qu'on parle de la taxation des super profits. Alors attendez. Je ne parle pas de super profits. Je ne parle pas. Ah oui, non, mais on a une info, d'autant qu'ils ont rejeté de leur propre majorité. Je peux finir ma phrase, s'il vous plaît? C'est incroyable. Laissez finir, Prisca Thévenot. Allez-y. Je ne suis pas en train de faire une annonce gouvernementale. Je suis à ma place. Je suis parlementaire. Vous m'interrogez en tant que parlementaire. Et je dis oui. Groupe Renaissance. Oui, et je dis que oui, nous devons pouvoir interroger ce sujet-là. Alors, dans quel support, dans quel véhicule? Répétons, dans les entreprises, il y a évidemment des dividendes qui sont versés aux actionnaires. Les dividendes exceptionnels doivent pouvoir être interrogés sur la bonne répartition avant leur versement aux salariés. Comme quoi on progresse. Avant le versement aux salariés, c'est-à-dire précisez, parce que je veux tout savoir là. Mais bien sûr, allons-y franchement, et on est sur du débat. Allons-y franchement, parce que c'est important. Mais c'est pour ça que c'est important. Oui. C'est des sujets qui ont été adressés, mais notamment pendant la campagne des présidentielles. Quand il y a des dividendes exceptionnels, je vais finir. Quand il y a des dividendes exceptionnels qui sont versés, eh bien oui, il faut qu'on puisse s'attacher à conditionner voir si effectivement... ces dividendes, ce versement. Pourquoi pas? Conditionner à quoi? Voyons, déjà quand ils sont exceptionnels, ça veut dire qu'il y a une activité exceptionnelle, une croissance exceptionnelle, et donc pouvoir voir si effectivement il y a aussi une bonne répercussion au sein de l'entreprise auprès des salariés. J'ai une question à Mme Thévenot. C'était un sujet qui avait été, que nous on porte à gauche depuis longtemps, mais qui avait été notamment repris par Jean-Paul Mattei, président du groupe Modem, qui avait été voté à l'Assemblée nationale, et par l'usage du 49.3, ça a été balayé et retiré du texte par le gouvernement. Mais pourquoi ne pas avoir acté ce vote-là de l'Assemblée nationale? Et encore une fois, ça aurait respecté nos institutions que de garder cet amendement voté, venu de la majorité et voté par une majorité à l'Assemblée nationale. Donc moi, ça me fait doucement rire quand vous revenez sur ce sujet-là. Et puis quand vous parlez des dialogues sociaux, vous venez de le piétiner. Je voudrais juste, M. Bourdin, citer un chiffre intéressant. Depuis 2008, les salaires des 10% les mieux payés ont augmenté 3 fois plus vite que ceux des 10% les moins bien rémunérés. Donc quand il s'agit des salaires des plus riches, là on se pose pas de questions. On vient pas dire oui, mais comment, pourquoi.
Non, là on se pose pas de questions. Alors il faut rééquilibrer les choses, revenir sur de la justice sociale, de la justice fiscale et de la justice salariale. Un mot sur les salaires. Il y a aujourd'hui une réunion des actionnaires de Stellantis, 23 millions d'euros, entre 19 et 23 millions d'euros le salaire du patron de Stellantis, Carlos Tavares. Les actionnaires vont discuter de ce salaire. Il perçoit en une journée ce que perçoit un salarié de l'entreprise sur une année. Ça vous choque ou pas ? Bien sûr. Est-ce qu'il faut se satisfaire du succès, parce qu'il a conduit le groupe au succès, hein, qu'un président d'entreprise qui a conduit son entreprise au succès touche un bon salaire, c'est normal. 16 milliards de bénéfices. Maintenant, après, il y a des choses qui sont totalement déraisonnées. Mais les actionnaires, cette information, elle a dû arriver ce matin. Enfin, j'en ai entendu parler. C'est aujourd'hui. Les actionnaires ont voté contre, je crois. Non, c'est cet après-midi. Non, c'est cet après-midi. Parce qu'il y a une entreprise qui a eu le même type de situation, je crois, où les actionnaires ont voté contre. Mais c'est cet après-midi. Évidemment que quand on voit des salaires mirobolants comme ça, oui, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Mbappé, c'est 630 millions. Hein. Il faut, dans les entreprises, limiter de 1 à 20 Mbappé est le meilleur joueur du monde ou l'un des meilleurs joueurs du monde, et Stellantis, c'est peut-être l'un des meilleurs patrons de l'automobile du monde. Mais je n'ai jamais pris la défense des personnes qui touchent des millions comme ça. Bon, mais non, mais je dis ça comme ça. Je ne l'ai jamais dit. Moi, j'ai toujours trouvé. Oui, c'est indécent. C'est indécent, mais exactement. C'est indécent qu'on puisse être rémunéré à ce point-là. On a besoin, oui, bien sûr qu'on a besoin de chefs d'entreprise qui font avancer notre pays, avancer l'économie, qui font rayonner la France à l'international. Mais il y a aussi une question d'équilibre. On ne peut pas accepter que des gens touchent des milliards ou des millions d'euros par mois quand d'autres n'arrivent pas à remplir leur frigo. Donc nous, c'est une solution simple qu'on porte, c'est de limiter de 1 à 20 les écarts de salaire dans les entreprises. Et c'est pas bolchevique. Prisca Thévenot. Non, de façon. Qui êtes de gauche à l'origine. Oui, mais toujours de gauche, pourquoi? Non, toujours de gauche. Bon. Moi, en tout cas, j'ai travaillé à sauver notre système de retraite par répartition, pas vous, monsieur. Donc oui, je suis plus de gauche que de gauche. Non, effectivement, à l'heure où, comme on le dit, effectivement, nous avons un sujet sur le pouvoir d'achat, et c'est pas juste des sujets de fin de mois, mais effectivement, il y a des difficultés au quotidien pour un grand nombre de Français qu'on ne doit pas nier, qu'on doit regarder en face. Ces chiffres interrogent et questionnent, bien évidemment, et cela ne va pas remettre en cause la solidarité et la protection que nous devons avoir par rapport à celles et ceux qui entreprennent en France, qui créent de l'emploi, mais ces chiffres interrogent les chiffres que vous venez de donner. Bien, il est 11h46, nous allons terminer sur l'international avec les déclarations d'Emmanuel Macron concernant la souveraineté européenne. Il est 11h46. Jean-Jacques Bourdin. Il est midi moins 10, Emmanuel Macron a beaucoup parlé ces derniers temps à propos de la souveraineté européenne. Il a finalement répété ce qu'il a toujours dit autour de la souveraineté européenne. Être allié des États-Unis ne signifie pas être vassal, il a dit, allié fiable, solide, engagé, mais nous décidons par nous-mêmes. Nous ne sommes pas suivistes de Washington ou Pékin sur la question de Taïwan. Nous ne sommes pas là pour nous adapter au rythme américain et à une surréaction chinoise. Très critiqué en France, pas toujours à l'étranger, très discuté à l'étranger, pas toujours très critiqué, mais très critiqué en France, ces déclarations. Prisca Thévenot. Vous comprenez ces critiques ou pas? Ou pour vous, Emmanuel Macron ne fait que répéter ce qu'il a toujours dit? J'entends les critiques, bien évidemment, mais je pense qu'il faut sortir d'une naïveté. Être un allié de poids, être un allié dans une relation digne de ce nom, c'est être aussi un allié indépendant. Nous devons être capables, en tant que Français et en tant qu'Européens, d'assumer une parole singulière, une parole qui est la nôtre et qui défend nos intérêts avant tout. Et ça ne remet pas en cause, absolument pas en cause, nos relations de partenariat par ailleurs. Au contraire, ça les remet d'autant plus en exergue. Kevin Mauvieux. Moi, sur le principe, et Marine Le Pen d'ailleurs l'a dit, sur le principe, on adhère aux propos. On est pour la souveraineté, on est pour la puissance de la France, pour nos décisions propres. Maintenant, nous, ce qui nous pose problème, c'est le discours et les actes. En réalité, Emmanuel Macron a toujours été plus ou moins suiviste. On est soumis à énormément de choses de l'Union européenne, que ça aille dans le bon ou dans le mauvais sens. Vous voulez qu'on parle de votre soumission à Vladimir Poutine? Franchement, vous êtes mal placé pour donner des conseils sur ce sujet. On verra ce que la commission d'enquête regardez vos votes à l'Assemblée nationale et au Parlement européen. Vous le défendez en permanence. Vous le défendez en permanence. On ne le défend jamais. Vous êtes vraiment mal placé pour donner des leçons. Donc vos éléments de langage, vous pouvez les garder. Non, c'est une réalité. Maintenant, sur la question... attendez, parce que juste pour aller au bout des choses, la preuve qu'il est suiviste et qu'il essaye de faire des discours, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, il nous sort
ça maintenant, mais la réalité, c'est que quand il a fait... pourquoi, parce qu'il y a une crise à Taïwan. Hein. Oui, non, mais autour de Taïwan. Oui, non, mais il y a une actualité. Non, mais évidemment, il y a une actualité là-bas. Mais il a fallu la fiche. Je veux dire dans le monde. Mais j'ai pas de fiche, moi. On me demande pas de dire des choses. Il en faudrait peut-être. C'est ce que je pense. Il en faudrait peut-être. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il a fait cette déclaration? Il s'est passé que derrière, il y a certains diplomates américains qui ont déclaré qu'il fallait faire attention à ce qui était dit, parce que sinon, leur prise de position pour aider l'Europe dans le cadre de la guerre en Ukraine pourrait être revue. Bon, voilà, il y a eu des choses un peu dites comme ça. Quand on entend des choses qui sont dites comme ça de la part de journalistes ou de diplomates des États-Unis suite à une déclaration telle que celle-ci, ça veut bien dire que il y a quand même un côté suiviste et que ça les dérange quand on essaye de se séparer. Donc ça, c'est pas suiviste. Ce discours d'Emmanuel Macron n'est pas... La déclaration n'est pas suiviste. Oui. La déclaration. Mais ce qu'on voit au quotidien pose question. Je pense que sur sa déclaration et surtout sur le moment, c'est mal choisi. Parce qu'on est dans un conflit sur l'Ukraine, on est avec un conflit, vous l'avez dit, à Taïwan, avec un vrai risque que la Chine vienne enfreindre les valeurs que nous défendons en France depuis toujours, la liberté des peuples et des territoires. Et c'est difficile pour nous d'entendre Emmanuel Macron aller en Chine donner ce discours-là, alors qu'on sait très bien les reproches démocratiques qu'on peut faire à la Chine. Il n'a pas été abordé la question des Ouïghours, la question de Taïwan a été mise sous le tapis. Donc moi je suis un Européen convaincu, je pense que ça on ne sait pas. L'Europe doit s'affirmer, mais ça a été abordé ou pas dans cette situation-là. Je pense qu'il faut que nous soyons unis sur la question des libertés et la protection de la souveraineté des pays qui sont aujourd'hui en danger. La question de l'Ukraine et Taïwan est primordiale, plutôt que d'essayer de surfer ou de faire de sortir un petit peu d'un autre sujet. C'est ce que vous diriez à Jean-Luc Mélenchon, qui ne trouverait rien à redire à un envahissement de Taïwan par la Chine. Je ne fais pas partie de la France Insoumise et je ne suis pas un conseiller de Jean-Luc Mélenchon. Non, mais je dis c'est quand ça vous arrange. Vous diriez la même chose. C'est le même principe que vous. Mais volez de votre propre zèle. Vous avez existé avant Jean-Luc Mélenchon, le Parti Socialiste continue. Enfin, d'ailleurs, il est en Mais nous continuons, mais on est à peu près sur le même débat. Nous ne sommes pas suivistes de la France Insoumise comme Emmanuel Macron ne veut pas être suivi des États-Unis. Je suis ravi de l'entendre. Mais nous le disons depuis le mois de juin. Ah, bah Madame super. Thévenot, nous le disons depuis le mois de juin, nous ne sommes pas suivistes. Dites-moi. Nous avons des valeurs communes et nous avons des combats communs. Quelle valeur? De la justice sociale. Laquelle? De la répartition des richesses, de la démocratie. Et de la sur le droit des femmes, vous êtes d'accord? Sur l'énergie, vous êtes d'accord? Sur le rapport au travail, vous êtes d'accord? Sur le rapport à la justice, vous êtes d'accord? Sur le rapport aux forces de l'ordre, vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord sur rien avec la France Insoumise? Prenez votre envol. Vous êtes capable de le faire, vraiment. Mais nous l'avons, notre envol. Arrêtez avec vos éléments de langage. Vous répétez les mêmes mots. C'est pas un élément de langage, c'est une demande. C'est une demande de la part d'une ancienne militante de gauche. Dans l'Ariège, le Parti Socialiste a pris son envol, non? La dissidence, il y a eu une candidate dissidente et nous, elle est socialiste. Elle est suspendue du Parti socialiste. Et nous, en fait, moi, j'ai le respect de la parole donnée. C'est incroyable. Elle est devenue comme une paria alors qu'elle défend des idées. Elle est militante de gauche depuis bien plus longtemps que nous deux. Nous avons posé nos conditions pour qu'elle rejoigne le Parti socialiste. Rejeter quelqu'un comme ça, c'est hallucinant. Nous la rejetons pas, c'est elle qui n'a pas voulu venir. Bon, je termine. Prisca Thévenot. Oui, Emmanuel Macron est toujours dans sa position. Enfin, il est peu suivi en Europe. Franchement, la souveraineté européenne, ça n'a pas recueilli beaucoup d'écho. Écoutez, la souveraineté européenne, on peut effectivement dire que ça recueille ou pas de l'écho, mais c'est une réalité. Et notamment, on l'a vu dans le cadre, malheureusement, des crises que nous avons vécues. La crise Covid, la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine. Oui, la souveraineté et l'Union européenne, c'est-à-dire d'une volonté d'avancer ensemble, en collectif, a été prouvée. Maintenant, nous devons faire en sorte que ce collectif fort, uni, soudé, puisse exister en dehors même des crises et se solidifie, se renforce. Parce que nous devons être une puissance économique, une puissance industrielle et une puissance de valeur. Donc encore une fois, on peut en faire toutes les polémiques de la Terre. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde tel qu'il est, avec de grands défis, et nous devons avoir cette force de nous reconnaître comme une force européenne. Merci à tous les trois d'être venus nous voir. Merci pour parler de l'actualité. Nous allons attendre maintenant la décision, les décisions, parce qu'il y en aura plusieurs, du Conseil constitutionnel demain en fin d'après-midi vers 17h, 17h30 à peu près. Il est 11h56. Merci, vous êtes sur Sud Radio. Je rappelle que vous pouvez réécouter ces débats, vous pouvez réécouter nos émissions. Ce n'est pas compliqué. C'est sur sudradio.fr et évidemment en podcast. Il est 11h56. Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 12h06, je suis très heureux de recevoir Heidi Sevestre qui est glaciologue.
Heidi Sevestre va nous parler de son métier, qu'elle exerce avec passion. Heidi Sevestre publie Sentinelle du climat chez HarperCollins. Notre avenir dépend des glaciers. Nous pouvons encore les sauver. Nous allons tout comprendre de son métier, de l'urgence, des glaces. Des glaces. Vous avez une passion. Bonjour d'abord. Bonjour, vous avez Jacques. une passion pour les glaces. Ah, c'est une passion qui me dévore. Mais oui, j'ai lu ça dans le livre. C'est à tout moment dans le livre. On le sent, on le perçoit. C'est même charnel. Quand on est haute-savoyarde, ça fait partie de notre âme. C'est vraiment nos racines, ces montagnes et ces glaciers. Bien. Nous allons parler de tout ça. Vous habitez le Spitzberg, c'est cela ? C'est ça, exactement. Bon. Très au nord. Spitzberg, il faut savoir que c'est très au nord de la Norvège. C'est à 1000 km de l'Arctique. Du pôle Nord. Du pôle Nord. Voilà. Très loin. Voilà, c'est ok. Bon, nous allons parler de tout ça, mais puisque nous parlons du réchauffement climatique, nous allons parler du réchauffement climatique, ces chiffres qui sont tombés ce matin, c'est un record. L'éolien et le solaire ont fourni 12% de l'électricité mondiale l'année dernière. Félix Mathieu. Mais le charbon reste toujours en première position pour produire de l'électricité. Oui, invasion de l'Ukraine, fermeture des gazoducs, les gouvernements ont revu leur stratégie énergétique. 22% d'électricité éolienne ou solaire dans l'Union européenne, 12% au niveau mondial, donc ça progresse. C'était seulement 5% dans le monde en 2015. Combinés ensemble, le renouvelable et le nucléaire atteignent même 39% de l'électricité mondiale. Un nouveau record selon ce rapport Ember, un groupe de réflexion sur l'énergie. Le reste est assuré par les énergies fossiles, gaz, pétrole et charbon. Et ça, c'est le gros bémol. Le charbon reste la première source, 36% de l'électricité mondiale, plus 1%, car la demande globale a encore plus augmenté que les renouvelables. D'ailleurs, autre record, beaucoup moins vert celui-là, les émissions de gaz à effet de serre atteignent 12 milliards de tonnes équivalent CO2 l'année dernière. Pour autant, les experts de ce rapport Ember ont cette note d'espoir. Selon eux, 2022 pourrait être l'année du pic des émissions liées au secteur électrique, la dernière année de croissance de l'énergie fossile dans ce secteur, le début de la fin de l'ère fossile selon une co-auteure du rapport. À voir donc quand on fera le bilan de 2023 si la tendance s'est bel et bien inversée. Et je mettrai ces chiffres et ce rapport en parallèle avec la réunion des ministres de l'Environnement et de l'Énergie des pays du G7 qui se tient ce week-end au Japon. Vous allez suivre cela de près, j'imagine, Heidi Sevestre. C'est extrêmement important, bien sûr. Aujourd'hui, on sait qu'on ne peut plus continuer à utiliser autant d'énergie fossile qu'on le fait en ce moment. Plus on brûle de gaz, de pétrole, de diesel, plus on accélère le changement climatique, plus on accélère la fonte des glaces. Et le GIEC le dit très bien, il faut qu'on arrive dans l'ère de la phase-out. Il faut qu'on commence à arrêter d'utiliser autant d'énergie fossile et même, il faut qu'on commence à désinstaller des installations existantes aujourd'hui. Et il faut qu'on sorte de ce débat sur y a-t-il ou pas un réchauffement climatique. Il y a réchauffement climatique, mais il faut qu'on pose le débat en prenant une autre notion qu'on oublie, c'est la notion de temps. Et vous le soulignez dans votre livre et c'est très intéressant. À tout de suite, il est 12h09. Jean-Jacques Bourdin. Heidi Sevestre est notre invitée. Sentinelle du climat. Notre avenir dépend des glaciers. Nous pouvons encore les sauver. Chez HarperCollins, votre livre, Heidi Sevestre, vous êtes glaciologue. Vous habitez donc le Spitzberg, à 1000 km du pôle. Là-bas, il n'y a ni culture, ni peuple autochtone au Spitzberg. Moi, j'y suis allé il y a très longtemps. Donc, j'ai un peu vu ça. Vous êtes tout près des glaciers que vous explorez sans cesse, parce que vous êtes exploratrice, que vous explorez sans cesse. Vous écrivez « Notre avenir dépend des glaciers ». Bon, c'est quoi ? C'est le cristal blanc, le glacier. C'est un peu l'étalon du climat. Pourquoi est-ce que notre avenir dépend des glaciers ? Ces glaciers, déjà, ils sont merveilleusement beaux. Oui, c'est des étendues extraordinaires à explorer. Oui. Ces glaciers, ils sont aussi extrêmement importants pour nous dans la vie de tous les jours. 70% de nos réserves d'eau douce sur Terre viennent de la neige et de la glace. Ça, faut vraiment pas l'oublier. L'eau, aussi précieuse qu'on la connaît. Il faut aussi comprendre que cette glace, si elle disparaît, les conséquences peuvent être désastreuses, notamment sur l'élévation du niveau des océans. Le Groenland, l'Antarctique, c'est deux calottes polaires extraordinairement belles, mais gigantesques. Si elles viennent à se déstabiliser, ça peut engendrer une augmentation du niveau des océans de 65 mètres partout sur Terre. Vous constatez le changement ? Vous y allez régulièrement, vous êtes constamment dans ces contrées extrêmes. Est-ce que vous constatez le changement ?
Au Spitzberg, les changements sont cataclysmiques. Là-haut, sur ce petit archipel à 1000 km du pôle Nord, on est dans l'épicentre du dérèglement climatique. Donc l'Arctique, la région tout entière se réchauffe, mais alors le Svalbard en particulier se réchauffe 6 à 7 fois plus vite que le reste de la planète. Donc tout se passe en accéléré. Et là-haut, comme vous le savez, on est dans un environnement, un royaume de neige et de glace. Et forcément, on voit des paysages qui changent extrêmement rapidement. Des glaciers que j'étudie qui reculent très vite. Cette banquise, cette glace de mer qui n'arrive pas à se former parce que l'océan est trop chaud. Et ce qu'on y voit, et là je l'ai vécu tout l'hiver, c'est surtout une météo extrêmement instable. Des tempêtes à n'en plus finir. On a eu des ouragans. Plus qu'avant ? Beaucoup plus qu'avant. Et ça, c'est directement lié à la perte de la glace, à la perte de la banquise. L'Arctique ne devient pas du tout plus hospitalier s'il se réchauffe. Au contraire, ça devient beaucoup plus compliqué d'y être. Bien, Heidi Sevestre, vous dites tout s'accélère. La notion de temps est essentielle. Des périodes glaciaires succèdent à des périodes de réchauffement dans l'histoire de la Terre. Hein, on le sait, il y a période glaciaire, période de réchauffement. Modification constante du climat, de la faune, de la flore. Mais il y a une notion qu'il faut prendre maintenant, c'est la notion de temps. Aujourd'hui, il y a une accélération du rythme de changement, c'est bien cela ? Ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que le changement climatique actuel, il est directement connecté aux activités humaines. Il n'y a vraiment plus aucun doute là-dessus. Alors vous l'avez très bien dit, le climat a toujours changé. On a eu des périodes sur Terre où la Terre entière était recouverte de glace. Ça devait être plutôt sympa pour les glaciologues à l'époque. On a eu des périodes sur Terre où il n'y avait pas du tout de glace sur Terre. Donc naturellement, le climat a toujours changé sur Terre. Mais ce que l'on sait aujourd'hui, ce qu'il se passe depuis le début de l'ère industrielle, c'est que plus l'on brûle d'énergie fossile, plus on se sépare de ce qu'on appelle cette variabilité naturelle, ces changements naturels du climat. Aujourd'hui, ce que l'on observe est complètement lié à notre utilisation des énergies fossiles. Il n'y a plus du tout de doute là-dessus. Non, parce qu'il y a encore des climato-sceptiques, vous en rencontrez, et qui affirment que l'homme n'a rien à voir avec le réchauffement climatique, rien à voir, en expliquant que le réchauffement climatique est un phénomène naturel. On m'a expliqué encore ce matin qu'il y avait, je crois, un sondage qui nous montrait que 4 Français sur 10 doutaient du consensus scientifique qui nous explique que l'homme est responsable du changement climatique actuel. Donc aujourd'hui, on a un vrai rôle, nous les scientifiques, de rendre ces connaissances accessibles au plus grand nombre. C'est vraiment crucial. Je suis convaincue que l'éducation sur ce sujet-là, déjà on comprend mieux ce qui se passe et surtout l'éducation peut motiver à passer à l'action. Donc peut-être, je leur tends la main, que ces climato-sceptiques ne comprennent pas tout à fait ce qui se passe, j'y crois. Et justement, je les invite à se connecter avec ces scientifiques. Que leur dites-vous sur le réchauffement climatique, sur le rôle de l'humain dans le réchauffement climatique, le rôle de l'homme? Ce que je leur explique, c'est que aujourd'hui c'est indiscutable. Hein. C'est vrai qu'on est 30 ans dans des rapports du GIEC. Aujourd'hui, il y a vraiment un consensus scientifique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà, vraiment aujourd'hui, on est tout à fait capable. Alors ça, c'est vraiment intéressant, de reconstruire les changements climatiques que si on avait des ingrédients naturels. Si on mettait les ingrédients naturels, le soleil, les volcans, les mouvements tectoniques, quel type de température on devrait avoir sur Terre? En vrai, sur les 150 dernières années, on devrait avoir des températures relativement stables, voire un tout petit refroidissement. Si on rajoute tout d'un coup un autre ingrédient, l'humain par-dessus, la déforestation, l'agriculture qui change la couleur des surfaces sur Terre, l'artificialisation des sols, etc., etc., la consommation d'énergie fossile, on retrouve exactement les températures, l'augmentation des températures qu'on en a actuellement. Alors vous dites aujourd'hui, le temps long de la nature entre en collision avec le temps de notre vie biologique. C'est ce qui a changé. Je parlais de la notion de temps. C'est exactement ça aujourd'hui. Ça donne le tournis, ça donne le vertige de voir à quel point nos activités ont bousculé, ont bouleversé ce climat. Nous, les scientifiques, on est dans une course contre la montre. On essaye, avec nos outils, avec nos technologies, de comprendre ce qui se passe pour essayer d'alerter, de préparer les populations à ce qui est en train de nous arriver. On est en train de se rendre compte, et c'est difficile, mais de voir pour nous que ces changements sont presque trop rapides pour que notre science arrive à garder le contact de ces changements-là. Donc, on se doit d'être meilleur, on donne le meilleur de nous-mêmes, parfois au péril de notre vie sur le terrain, pour comprendre ce qui se passe et surtout alerter,
tirer un cri d'alarme. Il faut à tout prix arrêter de brûler autant d'énergie fossile qu'aujourd'hui pour éviter d'avoir des conséquences irréversibles liées au changement climatique. Vous avez l'impression parfois de vous adresser à un mur, de ne pas être entendue, écoutée, comprise. Ça vous arrive bien sûr. sans cesse Si vous êtes interpellé sans cesse. Si on voit aujourd'hui que les concentrations de CO2 dans l'atmosphère continuent à augmenter, c'est qu'il y a encore une grande partie de la population, des entreprises ou des dirigeants qui ne comprennent pas exactement l'urgence dans laquelle nous sommes. Et évidemment, la lutte contre le réchauffement climatique heurte parfois le quotidien du citoyen. C'est tout le problème. C'est tout le problème. Comment à la fois aider le citoyen à bien vivre et en même temps lutter contre le réchauffement climatique. Ça c'est crucial. Tout est là. Je pense que nous les scientifiques, quand on communique, on a peut-être un problème de temps, un problème d'échelle spatiale. Vous n'êtes pas une militante. Vous n'êtes pas une militante politique. Hein. Vous êtes une militante du climat. Je préfère garder mes distances, mais mon rôle c'est d'être scientifique à la base. Voilà, votre rôle, vous êtes une scientifique, une glaciologue. Vous n'entrez pas dans des débats politiques, c'est pas votre rôle. Vous le dites d'ailleurs. Hein. Mais on informe les gouvernements. Mais vous informez les gouvernements. Alors, que vous disent les gouvernements ? Est-ce qu'ils vous écoutent, les gouvernements ? Alors, les gouvernements nous écoutent. Ça, heureusement aujourd'hui, je pense qu'on peut pas ignorer ce qui est en train de se passer en termes de changement climatique. Les gouvernements nous écoutent parce que ils ont signé les accords de Paris. Ils sont tenus d'avoir une stratégie pour réduire leur empreinte carbone. Ils s'y tiennent ou pas. Les gouvernements nous écoutent et quand on leur parle de ce qu'on observe sur le terrain, ils n'en reviennent pas. Oui, mais vous savez bien que c'est l'Europe qui est en pointe tout de même sur ces questions-là. Stratégie très ambitieuse en Europe, exactement. Stratégie très ambitieuse en Europe. L'Europe est en pointe, alors que d'autres continents, non, et prennent du retard. Alors, Jean-Jacques Bourdin, j'aurais envie de dire, il faut commencer par regarder ce qui se passe chez nous. Alors on est en pointe, mais continuons à améliorer, continuons à être meneurs au niveau de l'Europe. Au niveau de la France aussi, il faut être encore plus ambitieux, encore plus courageux dans nos nouvelles réglementations climatiques. Aujourd'hui, tous les pays sont touchés par le dérèglement climatique. Le dérèglement climatique coûte extrêmement cher. C'est pas qu'un problème économique, c'est un problème de santé humaine aussi. Derrière le changement climatique, on a des vies humaines. Et une fois que les pays auront compris qu'aujourd'hui, investir pour lutter contre le changement climatique coûte beaucoup moins cher que de subir les conséquences du changement climatique, et ben en fait, tout est là. Aujourd'hui, l'inaction tue. Mais investir dans des énergies renouvelables, dans des solutions naturelles pour lutter contre le changement climatique, ça coûte finalement beaucoup moins cher. Alors, COP28 ou à Dubaï, quand même étrange, non ? Est-ce que ce n'est pas étrange ? À Dubaï. Alors, le choix de Dubaï. Non, mais je dis ça parce exactement. que Dubaï, c'est vraiment le monde du réchauffement climatique, si je puis dire. Hein. Et finalement, on est au cœur du sujet parce que il nous faut réduire ces énergies fossiles le plus vite possible. Et finalement, on est exactement peut-être là où il faut, au moment où il le faut. Alors, ça va pas être facile du tout, j'en suis bien consciente. La semaine dernière, j'étais justement avec une vingtaine de pays différents, leurs équipes de négociateurs du climat, pour les préparer pour la COP28. Parce qu'on sait que l'industrie fossile est très prête pour ce genre d'événement. On sait que le lobby fossile est très efficace, très puissant. Il faut qu'on soit à la hauteur, nous aussi, les scientifiques et les équipes de négociateurs du climat. Donc on les a préparés à Stockholm la semaine dernière, on les a briefés sur de toutes dernières connaissances scientifiques, on leur a donné des armes pour ces négociations, des données scientifiques, et maintenant la balle est dans leur camp, la balle est dans le camp des pays et on compte sur eux pour rester ambitieux face aux objectifs climatiques. Heidi Sauvestre, vous allez toujours vous promener sur les glaciers des Alpes ? Les glaciers de votre enfance ? La semaine dernière, j'étais sur la mer de glace. Et alors ? Avec toute une équipe de lycéens d'un projet qui s'appelle Demain c'est nous. Et c'était fou pour moi de pouvoir partager mes racines avec ces élèves de La Rochelle. Et ça a été un électrochoc pour ces élèves. Je leur ai raconté l'histoire de mon arrière-grand-mère qui, dans les années 1920, avait pris une photo d'elle sur la mer de glace à l'époque où on prenait un petit train et on faisait quelques pas et on se retrouvait sur le glacier. Aujourd'hui, pour aller voir la mer de glace, on reprend le même petit train,
mais on prend un télécabine, on descend 520 marches d'escalier tellement que le glacier il a fondu. Et ça c'est très important, ces électrochocs pour les élèves. Il risque de disparaître. Très clairement, j'ai expliqué aux élèves que l'avenir de ces glaciers, il est entre nos mains. On est sur une trajectoire aujourd'hui dans le monde qui nous amènerait vers une disparition quasi totale des glaciers des Alpes d'ici la fin du siècle. Donc ces élèves qui avaient 17 ans sur la mer de glace, je leur ai expliqué que tout au long de leur vie, ils vont peut-être voir des Alpes avec des glaciers, donc nos châteaux d'eau naturels dont nous avons besoin en France, jusqu'à peut-être, si on n'agit pas aujourd'hui, des Alpes sans glaciers. Merci Heidi Sevestre. Je rappelle le titre de votre livre. Merci d'être venu nous voir avec la collaboration d'Isabelle Marié, Sentinelle du climat. Notre avenir dépend des glaciers, nous pouvons encore les sauver. C'est chez HarperCollins. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir. Il est 12h25. Demain, dans Parlons Vrai chez Bourdin, à 12h10, dans notre Midi Actu, je recevrai Nicolas Bavrez, qui est économiste, historien, éditorialiste, membre du comité directeur de l'Institut Montaigne, pour parler de son livre « Démocratie contre empire autoritaire, la liberté est un combat » aux éditions de l'Observatoire. Il est 12h26. Merci d'être avec nous. André Berco.